Cela a commencé avec un hoodie, une barre protéinée et le mauvais flic, le mauvais jour. Dans les allées lumineuses d'un supermarché de banlieue, personne ne s'attendait à autre chose qu'un après-midi tranquille. Mais quand l'officier 3,5 aide poussa les portes vitrées, en uniforme complet, hors service, sans supervision et armé de son arrogance, il n'était pas là pour du pain et du lait. Ses yeux scannèrent la pièce comme un chasseur en quête d'un prétexte. Et puis il le vit. Un homme noir, seul, calme, lisant l'étiquette d'une bouteille d'eau. Pas de chariot, pas de course, juste debout. Les instincts de Consinqued n'étaient pas liés à la loi ou au danger. Ils concernaient le contrôle. Il s'approcha, une main sur sa ceinture, l'autre frémissant près de sa radio, se jouant déjà une scène dans sa tête. Une scène où il pourrait remettre quelqu'un à sa place. « Vos papiers », dit-il. Pas de bonjour, pas de contexte, juste du pouvoir imprégné de suspicion. L'homme cligna lentement des yeux. « Pour acheter de l'eau » demanda-t-il. Consinqued plissa les yeux. « Vous tergiversez. Qu'est-ce que vous faites vraiment ici ?» Autour d'eux, les gens commencèrent à faire semblant de ne pas regarder. Les téléphones s'abaissèrent. Les regards s'esquivèrent. Le profilage racial ne commence pas toujours par des cris. Il commence souvent par une question que seules certaines personnes se voient poser. L'homme au hoodie ne broncha pas. Il n'éleva pas la voix. Il demanda simplement « Vous me détenez ou vous me harcelez en public ?» Consinqued s'approcha. Trop près. « Sortez, monsieur », dit-il avec une fausse politesse. Le genre qui signifie que la force est à 5 secondes. Nous allons régler ça. C'est là que ça a basculé. L'homme soupira, et dans ce soupir résidait quelque chose de dangereux. Calme, posé et absolument sûr de lui. Vous entravez une enquête fédérale, dit-il, les yeux rivés sur l'officier. Consinqued rit. Vous, un agent fédéral ? Il ne savait pas. Il n'avait pas vu le vrai insigne. Il n'avait pas vu les caméras. Il n'avait pas vu le piège dans lequel il venait de tomber. Mais ce qui allait suivre serait enregistré, examiné et répété sur des millions d'écrans. Parce que cela ne concernait pas seulement un acheteur noir et un policier trop zélé. Il s'agissait du pouvoir, de l'exposition et de ce qui se passe lorsque les forces de l'ordre oublient que la justice ne porte pas d'uniforme. Elle a une mission. Et aujourd'hui, cette mission était de se promener dans le rayon des surgelés, de tout observer. Un faux pas et tout allait changer. C'est le moment où la carrière de l'officier Consinqued commença à s'effondrer et où l'Amérique commença à regarder. L'officier Consinqued ne recula pas. Il redoubla d'efforts. Au moment où les mots « enquête fédérale » quittèrent la bouche de l'homme, les lèvres de Consinqued se retroussèrent, non pas de peur, mais d'arrogance. « Oui, j'ai déjà entendu ça », dit-il, sa main planant près de ses menottes comme un joueur sur le point de sortir sa carte préférée. « Laissez-moi deviner. Vous avez aussi oublié votre insigne ?» L'homme ne répondit pas. Il se remit simplement à lire l'étiquette de la bouteille d'eau comme si rien de tout cela n'avait d'importance. C'est cela, plus que tout, qui exaspéra Consinqued, le manque de peur, le refus de jouer le jeu. Consinqued fit un pas en avant, brisant l'espace personnel avec l'aisance de quelqu'un qui l'avait fait trop souvent et n'avait jamais été contesté. J'ai dit, sortez, maintenant. Sa voix était toujours calme, mais il y avait une tension sous la surface, comme une fissure qui se formait sous le verre. Une petite foule commençait à prendre note. Une femme dans l'allée voisine ralentit son chariot. Un jeune homme près du rayon des snacks s'arrêta, la main en suspens au-dessus d'un sac de chips, son téléphone subtilement incliné vers la scène. Consinqued remarqua. Il s'en fichait. Vous pouvez rendre les choses faciles ou les aggraver, dit-il. C'est à vous de voir. Ce n'est pas moi qui intensifie la situation, répondit l'homme sans lever les yeux. Et je vous recommande d'éloigner votre main de vos menottes si vous ne voulez pas commettre un délit fédéral sous l'œil des caméras. L'expression « délit fédéral » résonna. Les yeux de Consinqued jetèrent un bref coup d'œil à sa caméra corporelle, toujours en marche. Il était trop loin maintenant. Reculer signifiait admettre qu'il avait tort. Et Consinqued ne faisait pas ça. Pas en uniforme. Pas en public. Bien, ça suffit. Il claqua. Les mains où je peux les voir. Il attrapa le poignet de l'homme et le fit pivoter vers le rayon réfrigéré. Un bras tordu derrière son dos. L'homme ne résista pas, pas encore. Mais sa voix resta ferme.
Vous venez de poser les mains sur un agent fédéral sans mandat ni motif raisonnable. Toute cette situation fait maintenant partie d'une affaire d'obstruction. Félicitations. Consinked l'ignora. Il sortit des cercables à la place des menottes, forçant l'homme à s'asseoir sur un banc près de l'entrée du magasin. Vous croyez que dire FBI vous rend intouchable, marmonna-t-il. Vous, les gens, vous croyez que ça marche. Au moment où il prononça « vous », les gens, un silence se répandit comme une traînée de poudre dans le magasin. Pas bruyant, pas immédiat, juste cette tension collective profonde qui survient quand tout le monde sait que quelque chose d'irréversible vient de se produire. L'homme leva les yeux pour la première fois, son regard se fixant sur Consinked. Il ne cria pas. Il ne discuta pas. Il dit simplement, tranquillement, vous auriez dû partir. Une gérante s'approcha, d'âge moyen, visiblement secouée. Officier, je connais ce client, dit-elle. Il vient souvent ici. Il n'y a aucun problème. Je pense que peut-être. Voulez-vous être inculpé d'entrave à une enquête policière, aboya Consinked. Elle se figea, ne dit plus rien, recula loin de la scène. La foule grossit. Certains filmaient ouvertement maintenant. Certains chuchotaient. Une adolescente chuchota à sa mère, « Il est vraiment du FBI ?» Je ne sais pas, ma chérie, répondit la femme. Mais ce flic va la prendre à ses dépens. Dans un coin, inaperçu, un grand homme en hoodie gris ajusta l'angle de son téléphone. Une femme près de la boulangerie tapota quelque chose sur sa montre connectée. Ce n'étaient pas des clients réguliers. Ce n'étaient pas des acheteurs, et ils n'étaient pas désintéressés. Consinked ne le vit pas, mais il était encerclé. L'homme au cercable prit une profonde inspiration, non pas en colère, non pas effrayé, mais concentré, parce que tout ce que Consinked venait de faire, toute l'agression, tout le langage, toute la force était exactement ce dont il avait besoin. La dernière pièce d'une opération de plusieurs mois. Et maintenant, le piège s'était parfaitement refermé. Mais le flic pensait toujours avoir le dessus. Vous savez ce que je pense, dit Consinked, arpentant devant lui comme un boxeur victorieux. Vous avez probablement imprimé ce faux insigne en ligne. Acheté sur un site pour les aspirants. Je vois des gars comme vous tout le temps. Non, dit l'homme, les yeux fixés. Vous n'en voyez pas, parce que les gars comme moi ne font pas la une des journaux. Nous écrivons les rapports qui ferment votre département. Pour la première fois, Consinked hésita. Un scintillement, un changement dans l'air. Qui diable êtes-vous, demanda-t-il. L'homme se pencha légèrement en avant. Agent spécial Marcus Haye, FBI, division des crimes financiers et des droits civiques. Il marqua une pause. Et vous venez d'interférer avec les deux. Le visage de Consinked ne changea pas encore, mais l'énergie autour de lui, oui. Le poids de cet insigne, le ton de la voix de l'agent, le fait que tout était toujours enregistré, tout cela planait dans l'air comme la seconde précédant le tonnerre. Belle histoire, marmonna Consinked, bien que plus doucement maintenant, jetant un coup d'œil à son coéquipier, qui venait d'arriver sur les lieux. Passez-le au système. Vérifions qui est vraiment ce joker. Le second officier, plus jeune, plus nerveux, acquiesça et commença à vérifier le nom que Marcus avait donné. Pendant ce temps, la gérante essaya de nouveau, cette fois plus fermement. Officier, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais ce client n'a jamais causé de problème. Je peux vérifier ses reçus si ça peut t'aider. Mais Marcus ne l'écoutait pas. Son attention était sur la radio du nouvel officier. Du statique. Un clic. Puis une voix brève retentit. Confirmation d'identité, agent spécial Marcus Haye, FBI actif, affecté au groupe de travail sur les crimes financiers. Consinked se figea, sa mâchoire se serra, ses épaules tombèrent d'1 centimètre. Il regarda Marcus comme s'il le voyait pour la première fois. Mais le moment passa, et l'orgueil reprit le dessus. Ça n'explique toujours pas ce que vous faites dans mon magasin, dit-il. Mais sa voix avait perdu son feu. Ce n'est pas votre magasin, répondit Marcus. C'est une scène de crime fédéral, et maintenant vous l'avez contaminé. Bon travail. L'air devint plus froid. Quelque part près du comptoir de la charcuterie, un téléphone sonna. Des images virales du magasin commençaient déjà à circuler en ligne. Une vignette montrait Consinked tirant le bras de Marcus. La légende, policier détient un acheteur noir innocent. Reçoit une réponse choquante.
L'algorithme était affamé, et il avait trouvé son prochain festin. Dehors, un élégant SUV noir s'arrêta sans sirène. Une femme en civil en sortit, montra un insigne à l'officier à l'entrée et entra avec détermination. Son nom était l'agent spécial Lydia Chen. Elle ne sourit pas. Elle ne cligna pas des yeux. Elle marcha droit vers Marcus, acquiesça une fois, puis se tourna vers Consinqued. « C'est fini pour vous, dit-elle. J'ai besoin de votre nom, de votre numéro d'insigne et des images de votre caméra corporelle, maintenant. » Excusez-moi, balbutia Consinqued, soudainement moins grand. Sous quelle autorité? La voix de Lydia était calme, mais mortelle. La mienne, département de la justice. Vous venez de compromettre une opération fédérale conjointe visant un réseau de blanchiment d'argent inter-État et, ce faisant, vous avez violé au moins 3 lois sur les droits civiques. La caméra corporelle, maintenant. Son coéquipier lui tendit l'appareil. Consinqued resta figé. Marcus se leva lentement, faisant jouer ses poignets là où les serre-câbles avaient mordu sa peau. Nous ne voulions pas que cela devienne public, dit-il, presque avec regret. Nous suivions des achats illicites par carte BT liés à l'argent de la drogue. Nous n'avions besoin que de 2 jours de plus d'enregistrement clair, mais grâce à vous, les suspects ont été alertés. Attendez, EBT? Argent de la drogue, demanda le jeune policier. Marcus acquiesça. Chaque semaine, des gens viennent acheter des provisions avec des cartes d'aide sociale volées. Ils revendent les articles, blanchissent l'argent et le transfèrent à travers les frontières des États. Nous avons tracé plus de 400 000 $ via cet endroit en 3 mois. Pourquoi n'avez-vous pas prévenu la police locale, demanda Consinqued. Marcus se tourna. Parce que nous avions des raisons de croire que quelqu'un dans votre département les informait. Vous venez de confirmer cette suspicion en agissant exactement comme nous l'avions prédit. Consinqued fit un pas en arrière, mais il n'y avait nulle part où aller. L'avant du magasin était devenu silencieux. Caméra, clients, employés, tous regardaient, tous témoins. Marcus passa devant lui, regarda par-dessus son épaule et dit juste assez fort, l'ironie, c'est que vous n'étiez pas la cible. Vous vous êtes porté volontaire. Et sur ce, il sortit sur le parking tandis que 2 autres véhicules fédéraux s'arrêtaient derrière lui, gyrophares clignotant, mais sans sirène. Une tempête avait commencé et Consinqued n'avait pas de parapluie. Au moment où l'agent Marcus entra dans la lumière du soleil, tout changea. Le parking n'était plus seulement une mer de voitures. C'était une zone de rassemblement. En quelques minutes, des véhicules gouvernementaux banalisés arrivèrent de tous les angles. Des SUV sombres avec des plaques gouvernementales encerclèrent le périmètre. Des agents en civil se déployèrent, et la tension qui avait crépité à l'intérieur du supermarché se déversa maintenant dans la rue. Mais ce n'était pas un raid. C'était de la précision, du contrôle et de la rétribution enveloppés dans l'autorité légale. À l'intérieur du magasin, l'officier Consinqued se tenait comme une statue. Son pouls battait fort dans ses oreilles, étouffant le faible murmure de la foule, le bavardage nerveux de la gérante, même les appels radio, bourdonnant sur son gilet. Tout ce qu'il pouvait entendre était cette phrase résonnant, « Vous n'étiez pas la cible. Vous vous êtes porté volontaire. » L'agent spécial Lydia Chen ne perdit pas de temps. Avec une efficacité éprouvée, elle nota le numéro d'insigne de Consinqued, ordonna le téléchargement numérique des images de sa caméra corporelle vers le serveur interne du DOJ, et informa le commandant du poste de police local de se préparer à un contact avec les affaires internes. Consinqued tenta d'argumenter, mais la seule chose qui sortit fut une faible déviation. Vous, les gens, vous croyez que vous pouvez juste venir ici et... Oui, le coupa Lydia sèchement. C'est exactement ce que nous sommes autorisés à faire dans le cadre d'opérations civiles fédérales conjointes, surtout lorsque des officiers locaux entravent des enquêtes fédérales et se livrent au profilage racial. Les mots frappèrent comme un coup d'acier. Profilage racial. Cette seule expression a un poids légal, politique, culturel. Ce n'est pas juste un mot-clé. C'est un déclencheur. Et chaque caméra dans ce magasin l'avait exposé au grand jour. Pendant ce temps, Marcus se tenait à côté d'une camionnette banalisée, qui servait désormais de poste de commandement mobile. À l'intérieur, les agents surveillaient les flux de surveillance en direct des caméras de plafond du magasin et les synchronisaient avec les images virales de téléphones portables déjà diffusées sur des plateformes comme YouTube, TikTok et Twitter. Une vignette avec plus de 400 000 vues montrait Consinqued maîtrisant Marcus tandis que d'autres criaient « Il est du FBI ». La légende, des images de caméras corporelles montre un policier détenant un agent fédéral.
Enquête éclate. Mais la plus grande tempête n'était pas le buzz en ligne. C'était l'affaire criminelle qui se construisait en temps réel. Marcus examina les images sur une tablette sécurisée. Ses yeux scannant les horodatages. La femme avec la carte BT. Elle avait déjà abandonné son chariot au moment où la confrontation avait commencé. La transaction n'avait pas été complétée, ce qui signifiait que l'argent blanchi disparaîtrait à nouveau dans le réseau. Ce petit moment d'ego de Consinqued avait fait échouer une opération d'infiltration de 3 mois, et pire encore, les suspects savaient maintenant qu'ils étaient repérés. Nous les tenions, dit Marcus tranquillement à Lydia. 2 jours de plus et nous aurions pu suivre le virement bancaire vers le compte de dépôt. Nous les aurons, répondit-elle. Mais d'abord, nous nous occupons de ceci. Elle se tourna vers un autre agent et acquiesça. Rendez ça public. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser leur récit façonner l'histoire. Sur ce, une nouvelle opération commença. Le contrôle des médias. En 45 minutes, le département de la justice publia un communiqué de presse confirmant qu'une enquête fédérale active avait été compromise par une faute policière locale. Ils utilisèrent prudemment des termes tels que « violation potentielle des droits civiques »,« obstruction à une enquête fédérale » et « responsabilité des agents ». Le communiqué de presse comprenait des images aseptisées de caméras corporelles et la confirmation officielle de l'identité de l'agent Haye. Les médias affluaient comme des vautours. De retour à l'intérieur du supermarché, le personnel de commandement de Consinqued arriva enfin. Le capitaine James Fuller, aux cheveux gris, mesuré, fatigué, entra et jeta un coup d'œil à la situation. Puis il sortit directement sur le parking vers Marcus. « Agent Haye, commença-t-il, retirant ses lunettes de soleil. « J'ai besoin de vous parler. » Marcus acquiesça, calme mais direct. « Allez-y, capitaine. Je dois m'excuser au nom de mon département. Ce qui s'est passé là-dedans? Ce n'est pas ainsi que nous opérons. » Marcus inclina légèrement la tête. « Ah oui? Consinqued a toujours été un peu agressif, mais je ne savais pas que ça allait si loin. »« Vous le saviez, » dit Marcus froidement. « Vous pensiez juste que personne ne viendrait regarder. » Les lèvres du capitaine Fuller se serrèrent. Il savait que cela ne valait pas la peine de débattre. Pas ici. Pas maintenant. Pas avec des agents fédéraux surveillant sous tous les angles et des journalistes déjà en cercle comme des requins. Puis vint le coup de grâce. L'un des agents de Lydia s'approcha avec une tablette à la main. Nous avons effectué une analyse de la fréquence des interpellations précédentes de Consinqued. Il a dit qu'il avait interpellé et interrogé des hommes noirs dans ce code postal à un taux 5 fois plus élevé que tout autre officier. Et dans 90% de ces interpellations, il n'y a eu ni arrestation, ni contravention, juste de l'intimidation. Marcus ne broncha pas, donnez-moi les archives des caméras corporelles. Nous allons rouvrir chaque incident. Je veux les noms, les horodatages et les transcriptions. Oui, monsieur. D'une simple opération d'infiltration dans un supermarché à une enquête à grande échelle sur les droits civiques, l'opération avait évolué. Consinqued n'avait aucune idée, lorsqu'il avait attrapé le bras de cet homme, qu'il déclenchait une réaction en chaîne à travers les lignes d'État et fédérales. Mais il était trop tard. L'histoire ne concernait plus seulement une détention abusive. Il s'agissait d'abus systémiques, de pratiques policières illégales et d'abus d'autorité sous prétexte de sécurité publique. Et Marcus Haye, il n'était plus sous couverture. Il était le visage de la justice fédérale. Et cette fois, la caméra filmait pour lui. En début de soirée, l'avant du supermarché s'était transformé en zone de rassemblement. Les camionnettes des informations locales se garaient à côté des SUV fédéraux, leurs antennes paraboliques se déployant comme des griffes vers le ciel. Les journalistes envahissaient le trottoir, avides de déclarations, mais tout ce qu'ils obtinrent fut une phrase d'un porte-parole du DOJ. Le département examine activement les preuves de violation des droits civiques et d'obstruction à une enquête fédérale. Aucun autre commentaire à ce stade. C'était tout ce dont le public avait besoin. Les clips circulant en ligne suffirent à allumer des incendies sur toutes les plateformes de médias sociaux. Les hashtags comme #FleavesPolice, #WrongShopper et #BodyCamJustice furent en tendance pendant des heures. À l'intérieur du poste de commandement mobile, Marcus Haye regardait le lent flux de clips vidéo, de témoignages et d'enregistrements audio provenant des téléphones civils. Il n'avait pas l'air fier. Il avait l'air fatigué. 3 mois de préparation, marmonna-t-il, faisant défiler des images de surveillance des suspects de l'arnaque EBT qui s'échappaient par la sortie latérale alors que Consinqued le détenait.
Et l'ego d'un seul homme a tout fait capoter. Lydia Chen acquiesça sombrement. Mais il nous a donné quelque chose de plus grand. Elle tapa sur un dossier étiqueté, Consanqued-IA, un dossier de plainte passée, toute classée en interne, rouverte maintenant sous examen fédéral. Il est la fissure dans le mur. Et quand nous tirerons ce fil, tout ce département pourrait s'effondrer. Pendant ce temps, au commissariat du centre-ville, Consanqued fut conduit dans un bureau annexe. Sans insigne, sans armes, sans commandement. Il était assis seul, le visage creusé, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Son téléphone vibra, s'illuminant de messages de collègues, certains inquiets, la plupart silencieux. Un message se distinguait. Ils disent que vous avez agressé un agent devant la caméra. Le DOJ est là. C'est là que la réalité le frappa. Ces tactiques habituelles ou intimidation, fanfaronnade, déni ne fonctionneraient pas maintenant. Pas quand les images de la caméra corporelle, les enregistrements civils et la surveillance en direct racontaient tous la même histoire. Pas quand ces actions étaient examinées, non seulement par les chefs locaux, mais par les procureurs fédéraux. Pas quand l'homme qu'il avait essayé de menotter était un agent supérieur avec le soutien total du gouvernement des États-Unis. De retour au magasin, une femme nommée Ronita Wills, l'une des spectatrices, s'approcha de Marcus alors qu'il se tenait à l'entrée. Elle tremblait encore de ce qu'elle avait vu. « Je voulais juste vous remercier, dit-elle doucement. Mon neveu, il a eu un problème avec ce même flic l'année dernière. Pas de charge, juste la peur de sa vie. Nous avons essayé de nous plaindre. Rien ne s'est passé. » Marcus se tourna vers elle, les yeux calmes. « Je vous crois. Et je promets que cette fois, quelque chose se passera. » Les rouages de la justice étaient déjà en marche. Une enquête fédérale fut lancée dans les 24 heures. Une unité des droits civiques du DOJ arriva en ville, armée d'assignations et de dossiers historiques. Des officiers des affaires internes furent dépêchés de 3 villes voisines pour éviter tout conflit d'intérêts. Et l'agent a reçu pleine autorité pour aider à construire un dossier sur les pratiques habituelles. Une enquête visant à déterminer si le département, et pas seulement l'officier, avait favorisé un environnement de profilage racial, de détention illégale et d'abus d'autorité. En quelques jours, le dossier personnel de Consanqued fut décelé, révélant une décennie de plaintes, beaucoup classées sans examen formel. La nouvelle enquête exposa des mémos internes suggérant que les superviseurs conseillaient aux jeunes officiers de surveiller les acheteurs suspects, utilisant souvent un langage codé ciblant les minorités. Ces mémos deviendraient des preuves accablantes dans ce que le DOJ appellerait plus tard une culture de faute tolérée. Mais le moment le plus viral survint peut-être 3 jours plus tard lorsque les images de la caméra corporelle furent officiellement publiées. Le clip, édité uniquement pour supprimer les détails sensibles de l'enquête, montrait Consanqued confrontant Marcus, aggravant la situation et finissant par menotter avec des serre-câbles un homme qui resta calme et posé tout au long. La scène finale, Marcus déclarant son titre complet d'agent fédéral et avertissant que l'officier venait de compromettre une affaire fédérale et de déclencher une révision des droits civiques. Ce moment, ces mots devinrent légendaires. Des clips circulèrent avec des superpositions musicales. Des montages TikTok ajoutèrent du texte blanc en gras, il s'est attaqué à la mauvaise personne. Mais derrière le bruit d'Internet se cachait un changement plus profond. La confiance communautaire ébranlée, oui, mais commençant aussi à se réveiller. Les gens regardaient, et cette fois, la justice avait des preuves irréfutables. Marcus retourna sur le terrain 10 jours plus tard, non pas pour chasser de petits blanchiments d'argent, mais pour aider à démanteler le système qui avait permis à des hommes comme Consanqued d'opérer sans contrôle pendant des années. Ce qui avait commencé comme une opération d'infiltration sur des cartes BT volées se transforma en quelque chose de bien plus grand, un règlement de compte fédéral enveloppé dans la calme détermination d'un homme qui n'a jamais élevé la voix, n'a jamais perdu son sang-froid et n'a jamais oublié la mission. Et Consanqued, il n'a pas perdu son insigne ce jour-là. Il l'a perdu au ralenti sous le poids de chaque image, de chaque citation, de chaque conséquence qui a suivi. Parce que dans cette Amérique, les caméras ne clignent pas. Et quand la vérité est enregistrée, même l'insigne le plus bruyant ne peut faire taire la justice. Le rebondissement n'était pas que l'officier 3 Consanqued ait été pris. Le vrai rebondissement fut ce qui vint après, lorsque l'enquête leva le voile et exposa quelque chose de bien plus dangereux qu'un seul flic ripou. Cela commença par un simple audit médico-légal. L'unité des droits civiques du DOJ commença à recouper les images de la caméra corporelle de Consanqued, les registres d'arrêt routier et les journaux de répartition interne. Ce qu'ils découvrirent n'était pas seulement troublant. C'était systémique.
Plus de 80% de ces interpellations au cours des 2 dernières années impliquaient des hommes noirs ou latinos. La plupart d'entre eux n'ont jamais été cités, jamais inculpés, juste interrogés et relâchés. Mais cela allait plus loin que le profilage racial. Le vrai choc survint lorsque les enquêteurs financiers lièrent ces interpellations à une série silencieuse d'anomalies de fonds de caisse manquants. De l'argent de confiscation civile qui avait été saisi mais jamais correctement enregistré comme preuve. Les dossiers avaient des noms, des numéros de série, mais l'argent avait disparu. Plus de 87 000 $ manquants. C'est là que l'attention se déplaça du comportement d'un seul officier vers quelque chose de bien pire, un réseau. L'agent Marcus Haye, désormais entièrement réaffecté pour diriger le groupe de travail du DOJ dans la région, reçut un dossier scellé d'un lanceur d'alerte au sein du département. Il était étiqueté « Journaux de salle des scellés manquants, activités signalées ». À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran de surveillance, des journaux datés modifiés des heures après les arrestations, et des rapports d'incidents avec des champs masqués qui n'avaient aucun sens légal. Dans plusieurs d'entre eux, le nom de Consinqued apparaissait aux côtés d'un autre officier, le sergent Alan Brody, un superviseur avec près de 18 ans de service. Brody avait un dossier impeccable, des évaluations de performance élogieuses et une emprise de fer sur le protocole de la chaîne de traçabilité des preuves. Mais quelque chose n'allait pas. En fait, rien de tout cela n'allait. Marcus convoqua une réunion de minuit avec un petit cercle d'agents fédéraux. Les téléphones furent placés dans des sacs Faraday. Le Wi-Fi fut coupé. Seuls des documents imprimés. Il ne s'agissait plus seulement d'abus de pouvoir. Il s'agissait de corruption organisée au sein d'une agence d'application de la loi. Et le profilage racial n'était pas aléatoire. C'était stratégique. Il ciblait des personnes peu susceptibles de riposter, expliqua Marcus. Des personnes à faible revenu, sans antécédents judiciaires, sans avocat, des gens dont il savait qu'ils ne porteraient pas plainte, des gens dont il pensait qu'ils n'auraient pas d'importance. Et cela a fonctionné pendant des années, jusqu'à ce que le mauvais homme entre dans un supermarché, jusqu'à ce qu'une caméra corporelle capture plus qu'un simple moment. Elle a capturé un état d'esprit. Mais les fédéraux n'allaient pas tenir de conférences de presse ni défoncer des portes. Ils avaient besoin que tout soit absolument étanche. Marcus a mis en place un groupe de travail multi-agences. La division criminelle de l'IRS est intervenue pour retracer l'argent de confiscation manquant. Le bureau de l'inspecteur général s'est impliqué pour surveiller les fautes de procédure. Des avocats spécialisés dans les libertés civiles ont commencé à compiler des témoignages de citoyens qui avaient été arrêtés, fouillés et relâchés sans motif. Puis vint le coup final. Une assignation concernant les transactions bancaires privées du sergent Brody révéla plusieurs dépôts en espèces juste en dessous du seuil de déclaration. 9700 $ ici, 8500 $ là. Tous déposés dans des coopératives de crédit rural quelques heures après des saisies de biens enregistrés sous sa surveillance. L'argent n'avait pas seulement disparu. Il avait été blanchi grâce à l'accès à l'insigne. Alors que la pression fédérale s'intensifiait, les chaînes d'information locales prirent le relais. Des titres criaient sur les émissions du matin. L'enquête du DOJ révèle des preuves de vol et des violations des droits civiques au sein du département de police. Les réunions communautaires se transformèrent en forums bondés. Des résidents en colère exigeaient des réponses. Des activistes affichaient des images côte à côte de Marcus Haye et de 3 Consinqued, l'agent fédéral calme et le flic agressif de la rue comme symbole de 2 Amériques. L'une qui défend la justice et l'autre qui utilise la loi comme une arme. Mais Marcus ne s'est pas mis en scène. Il a travaillé discrètement, impitoyablement, légalement. Et quand le mandat fédéral est arrivé, il était là en personne, debout devant les portes du commissariat à 6h43 du matin alors que Brody était menotté. Pas de cris, pas de spectacle, juste le bruit du béton sous des bottes lourdes et une simple phrase de Marcus, la chaîne de traçabilité des preuves prend fin aujourd'hui. En quelques heures, 3 autres officiers furent suspendus. Un 4e devint témoin de l'État. Consinqued, déjà destitué de son insigne, fut inculpé de charges fédérales d'entrave à la justice et de violation des droits civiques, avec une peine potentielle en vertu du statut d'abus de pouvoir sous couvert de la loi. Le FBI publia une déclaration interne soulignant qu'aucun officier, quel que soit son titre ou son ancienneté, n'était au-dessus de la responsabilité. Les images de la caméra corporelle, autrefois utilisées pour justifier la force, étaient maintenant utilisées pour démanteler un département. Pourtant, Marcus savait que la justice ne se résumait pas à des arrestations. Il s'agissait de réformes. Alors, il ne s'arrêta pas.
Il aida à négocier un protocole d'accord entre le DOJ et la ville. Un accord qui restructurait le département de police de l'intérieur. Des modules de formation sur le profilage biaisé, les droits constitutionnels et la surveillance communautaire devinrent obligatoires. Une nouvelle commission civile de révision fut installée avec pouvoir de citation. Pour la première fois depuis des décennies, le pouvoir dans cette ville changea, non seulement légalement, mais moralement. Une semaine après l'inculpation, Marcus fut invité à prendre la parole lors d'un forum communautaire. Il se tenait derrière le podium, non pas comme un homme devenu viral, non pas comme un agent fédéral, mais comme un citoyen qui avait trop vu et décidé d'agir. Certaines personnes pensent que la justice, c'est de mettre les mauvais flics en prison, dit-il. Mais la vraie justice, c'est de s'assurer que cela n'arrive plus jamais à votre fils, à votre frère, à quiconque entre dans un magasin et est traité comme un suspect sans raison. La salle était silencieuse, non par peur, mais par résonance, parce que chaque personne dans cette pièce l'avait ressenti, que ce soit personnellement ou à travers quelqu'un qu'elle aimait. La piqûre d'être regardé comme si vous n'aviez pas votre place. La brûlure de savoir que votre silence serait utilisé comme une arme et que votre voix serait mise en doute. Mais maintenant, il voyait quelque chose de différent. Il voyait à quoi ressemble la justice quand elle se présente tôt, reste tard et garde les preuves. Le supermarché rouvrit la semaine suivante sous une nouvelle direction. Les caméras restèrent, mais la confiance aussi. Et Marcus Haï, il ne demanda pas de remerciements. Il ne resta pas pour les applaudissements. Il rangea son dossier, consigna la dernière preuve, et monta dans sa voiture. D'autres villes, d'autres départements, d'autres fissures se formaient sous la surface. Et si personne d'autre ne prêterait attention, lui le ferait. Parce que parfois, l'homme le plus silencieux de la pièce est celui qui a la mission la plus retentissante. Et quand la justice porte des vêtements civils, porte un insigne dans sa poche arrière, et se souvient de tous les noms qu'ils ont essayé d'oublier, c'est là que le changement commence. C'est là que l'histoire bascule. Et c'est là que personne ne peut prétendre ne pas l'avoir vu venir. Le supermarché était de nouveau calme. Pas de caméra, pas de tumulte, juste le doux bourdonnement des congélateurs et le froissement des chariots sur les sols polis. Une semaine s'était écoulée depuis la descente fédérale, et l'air se sentait enfin respirable. La vieille peur, celle qui serrait les gorges et courbait les dos, avait commencé à se dissiper, mais la cicatrice resterait. Non seulement pour les gens qui vivaient ici, mais pour le système qu'il avait laissé se développer au vu et au su de tous. L'agent Marcus Haï se tenait dans l'allée 3, tenant la même bouteille d'eau qu'il n'avait jamais pu acheter. Personne ne l'approchait maintenant. Il n'était plus un mystère. Il était un symbole de responsabilité, de force tranquille, de ce qui se passe quand la justice ne frappe pas mais entre directement. Un caissier lui fit un signe de tête respectueux en passant. Une mère serra son fils un peu plus fort et lui chuchota quelque chose qui fit s'écarquiller les yeux du garçon, comme s'il voyait un super-héros en civil. Dehors, la ville avait changé. Ce n'était pas parfait, mais elle s'était entr'ouverte, et parfois c'est tout ce dont on a besoin pour que la lumière entre. Le conseil municipal adopta une nouvelle résolution exigeant que tous les officiers suivent une formation continue sur les préjugés et obtiennent une certification en droit civique. Une université locale lança une clinique juridique communautaire offrant une défense pro bono aux victimes d'arrestations injustes et de détentions illégales. Et un jeune homme qui avait autrefois été projeté contre un mur par consinquette pour vagabondage se portait maintenant volontaire au centre, aidant d'autres à déposer des plaintes et à exiger des comptes avec un soutien juridique. Marcus ne l'a pas fait pour la reconnaissance. Il l'a fait parce que cela devait être fait. Parce qu'une confrontation dans un supermarché avait levé le voile sur quelque chose de bien plus profond, quelque chose de plusieurs générations. Et maintenant ce voile était tombé. La justice, avait-il dit lors du forum communautaire, n'est pas une vengeance. C'est de la prévention. C'est de construire un monde où les gens n'ont pas à craindre ceux-là même qui ont juré de les protéger. Il avait reçu des centaines de messages dans les jours suivant l'incident. Certains d'étrangers, certains d'anciennes victimes, et certains d'officiers d'autres États le remerciant d'avoir fait ce qu'il ne pouvait pas. Un message en particulier le marqua le plus. Il venait d'une jeune fille de 17 ans dont le frère avait été fouillé à tort 2 ans auparavant. Ces mots étaient simples, il ne croyait pas que les gens s'en souciaient. Après avoir vu votre vidéo, il y croit maintenant. Marcus a gardé celui-là. À Washington, ces actions ont provoqué des ondes. Le Bureau des droits civiques a émis de nouvelles directives sur le profilage racial, citant spécifiquement l'incident Haï comme un tournant. Les départements à travers le pays ont revu leurs données d'interpellation et de fouille.
Et dans plus d'une douzaine de villes, des enquêtes ont commencé sur des officiers qui, comme Consinked, avaient échappé aux mailles du filet pendant bien trop longtemps. Mais pour Marcus, il ne s'agissait pas de chiffres ou de titres. Il s'agissait du garçon qu'il avait regardé au magasin et avait vu quelque chose de différent. De la femme dont le neveu pouvait maintenant marcher un peu plus droit, de la victoire tranquille d'être traité enfin comme plus qu'une menace. Il quitta la ville discrètement. Pas de cérémonie, pas de médias, juste une voiture de location et un dossier classé sur le siège passager. Une autre ville avait besoin de lui. Un autre système attendait d'être mis au défi. Mais avant de partir, il s'arrêta à un feu rouge juste devant le supermarché. Le même banc auquel il avait été attaché avec des serre-câbles était toujours là, vide maintenant, silencieux. Et au-dessus, le magasin avait ajouté une nouvelle enseigne, qui n'avait pas été là avant. Elle disait, « Tout le monde est à sa place ici ». Il sourit un peu et continua sa route. Parce que la justice n'a pas besoin de crier. Elle n'a pas besoin d'un insigne qui brille au soleil ou d'une caméra pour prouver qu'elle était là. Parfois, la forme de justice la plus puissante est celle qui se présente comme un homme ordinaire, achetant une bouteille d'eau, et laissant derrière elle un monde qui n'est plus le même.